Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonne journée à tous. Et maintenant, alors si j'étais vous, dès maintenant, au 3210, j'appellerai Philippe Bouvard puisque vous pouvez lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Il suffit de dire allô Bouvard, regardez ça marche. Je tente l'expérience. Allô Bouvard. Allô Vincent. Ah, ça me rajeunit de vous entendre. Ah, ça me fait plaisir de vous passer l'antenne. Je vous souhaite une bonne émission et à demain. À demain. Merci Philippe. Allô Bouvard, votre rendez-vous 11h30, 12h30 sur RTL, samedi et dimanche matin. Bonjour Philippe. Bonjour Isabelle. Bonjour à tous. Alors, comme d'habitude, le samedi et le dimanche en tout cas, tous les sujets, tous les interlocuteurs, tous les avis bien sûr. Et on commence avec une actualité, si possible, chaude, parce que il y a des sujets qui sont loin d'être épuisés. Même ceux qui les traitent sont encore très vaillants et pourtant, ils ont des années de bouteilles derrière eux. Alors pour en débattre Philippe, nous allons accueillir Romain, 19 ans, étudiant à Sciences Po, direction donc Limoges. Bonjour Romain. Philippe. Merci de me donner la parole. Je vais vous donner la parole et je vais d'abord vous demander quel est le sujet que vous avez choisi. Écoutez, un sujet bien d'actualité puisque il s'agit du retour de notre ancien et peut-être futur président de la République, Nicolas Sarkozy. Ah oui, effectivement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le jour où sur un des réseaux sociaux, c'est la plateforme que Sarkozy avait choisie pour s'exprimer, contrairement aux autres médias, il a annoncé son retour. Le cœur des socialistes a dit c'est un non-événement. Et quand on a vu la presse le lendemain et quand on a regardé la télé, écouté la radio, c'était quand même un événement, hein. Oui, bien sûr, mais de toute manière, je crois que on a bien vu que Nicolas Sarkozy était le centre de gravité de la vie politique française, parce que qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, dès qu'il s'exprime, tout le monde en parle. Les socialistes, depuis des années, ne se situent que par rapport à lui. Et puis dans son camp, bien évidemment, il est soutenu par la majorité des sympathisants. Enfin, écoutez, il a été le premier à dire qu'il ne croyait pas à l'homme providentiel. Donc, il veut pas être rangé dans cette catégorie, même si, en ces temps de pénurie, il fait un peu figure d'homme providentiel. Vous êtes encarté ou pas? Non. Écoutez, je suis surtout gaulliste. Je sais que c'est une valeur malheureusement qui se perd un peu. Surtout chez les gens de votre génération, hein. Surtout chez les jeunes, oui, c'est vrai. Mais je pense que le gaullisme c'est assez intemporel. Et bien sûr, je souhaite le retour de Nicolas Sarkozy parce que je pense que on a besoin d'hommes d'expérience, on a besoin d'un acteur à la tête de notre pays. Aujourd'hui, je pense que Monsieur Hollande est un spectateur. Qu'il regarde ce qui se passe, qu'il attend. Enfin, attendez, c'est un spectateur qui règne presque en monarque absolu, hein. Et d'ailleurs, la Constitution lui en donne le droit. Donc, c'est un décideur. Et d'ailleurs, moi, je voudrais noter, parce qu'il faut quand même de temps en temps prendre la défense de Hollande, qu'on en a fait quelqu'un de mou, c'est un dur. On en a fait quelqu'un qui ne décidait jamais. On voit quand même que même si ses décisions sont contestés, il les prend souvent. Aujourd'hui, l'ambition finale de Sarkozy, ça n'est pas seulement d'être à la tête d'un parti redevenu, grâce à lui, majoritaire. L'ambition de Sarkozy, c'est de retrouver l'Élysée et le pouvoir. Et puis, on a retrouvé un orateur. Et je crois, si vous voulez, que l'éloquence, comme le bonheur, elle s'apprécie par comparaison. Or, je ne sais pas si vous avez remarqué, Romain, mais 2 jours avant le retour de Sarkozy, Hollande avait donné une conférence de presse. Et ça n'était pas du tout le même propos, bien sûr, mais le même débit, la même façon de s'exprimer en public. L'un a un débit saccadé, l'autre un débit précipité. L'un dit peu de choses, l'autre en dit beaucoup. Vous l'avez ressenti comme ça ? Oui, bien sûr, bien sûr. Je crois que Nicolas Sarkozy, finalement, c'est l'un des rares et l'un des derniers hommes politiques, hommes d'État français, qui sait s'exprimer sans lire ses notes, qui sait faire vibrer un public
là où François Hollande, finalement, nous a fait une conférence de presse, il n'avait rien à dire. D'ailleurs, il a beaucoup lu ses notes, mais il n'avait rien à annoncer. Et effectivement, rien que sur le talent oratoire, celui qui est président n'en a pas. Est-ce que le talent, ça n'est pas justement de pouvoir parler pendant 2h15 sans jamais rien dire, hein? Pour apprécier le retour de Nicolas Sarkozy, puisque c'est la question que vous posez, il faut faire un petit flashback. Alors, situation de famille de Nicolas Sarkozy. Il est l'heureux époux de Carla Bruni. C'est vrai que ça fait un couple très beau, très harmonieux, très soudé. Il est le papa comblé de la petite Julia. Donc, une situation de famille dont il aurait pu se contenter sans, comme il l'a dit, retrouver sa famille politique. Situation professionnelle. Il a retrouvé son cabinet d'avocats, dont d'ailleurs quelques malins confrères ont noté que depuis 2 ans, le chiffre d'affaires avait très nettement progressé. Mais enfin, je suppose que ça n'est plus aujourd'hui son unique tasse de thé. Et puis, il y a les amis de la droite, hein, les amis, dites donc. Et vous ne croyez pas que si Nicolas Sarkozy a un peu hâté son retour, parce que je suppose que son calendrier n'est pas celui que l'on a observé ces derniers jours, c'était à la fois parce que Hollande était de plus en plus contesté, et parce que Juppé s'était déclaré avant lui, hein. Honnêtement, je pense que c'est plutôt le fait que la rentrée de François Hollande et du gouvernement a été cataclysmique, et le fait qu'on était en droit et on est en droit de se demander s'il pourra finir son mandat, plus que pour Monsieur Juppé, parce que je pense que Alain Juppé ne fait pas peur à Nicolas Sarkozy. C'est quelqu'un qui joue son va-tout. Il se dit que de toute manière, s'il joue pas cette présidentielle-là, il en aura aucune. Oui, c'est vrai, il y a une question d'âge, hein. Mais ne sous-estimez pas Alain Juppé qui apparaît pour un large électorat de droite comme une espèce de recours et comme un vieux sage. Bon, et la sagesse aujourd'hui dans le monde politique, elle n'est pas tellement répandue. Mais je pense que Nicolas Sarkozy a gagné en sagesse, qu'il a beaucoup appris. Il l'a dit d'ailleurs dimanche soir de ses 5 ans à l'Élysée, de ses 2 ans en tant qu'ancien président. Et Sarkozy a dit, lors de sa rentrée sur France 2, il a dit 2 choses essentielles. Il a dit « j'ai envie ». Ça montre à quel point il sait s'exprimer avec franchise, c'est qu'il a fait passer l'envie personnelle de retourner au combat politique avant toute autre considération. Et puis, il a ajouté, et c'est peut-être plus important, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix, c'est-à-dire, si je veux sauver mon pays, parce que bon, à ce niveau-là, et étant donné la situation de la France, il est normal de se positionner en sauveur, eh bien, il faut que j'y aille et que je me dévoue, mais peut-être que le terme est fort, s'agissant de lui, pour le bien de tous. Et puis, il y a peut-être une question essentielle que n'a pas posée Laurent Delahousse. Admettons, et je pense que c'est ainsi que ça va se passer, que Nicolas Sarkozy soit élu président de l'UMP. Il devient donc le chef de l'opposition. Le budget ou tout autre sujet est retoqué par le Parlement qui retire sa confiance à Valls. Du coup, comme la Constitution lui en fait obligation, Hollande dissout l'Assemblée. Il y a des élections législatives, la droite s'emporte. Et il faut former un nouveau gouvernement. Et à qui Hollande doit-il s'adresser pour former ce nouveau gouvernement? Eh bien, à Nicolas Sarkozy, puisqu'il est le chef désigné de l'opposition. Alors, vous voyez l'attelage entre ces 2 hommes? Je pense que c'est quand même assez peu probable. Honnêtement, la Constitution fait que les périodes de cohabitation donnent de fait le pouvoir au Premier ministre. Donc, Attendez. Dans la Constitution que j'ai lue, parce que je ne l'avais pas lue comme vous sûrement, j'ai vu que le mot de cohabitation n'était jamais écrit. Jamais. Il est implicite, en cas, bien sûr, de dissolution et de changement de majorité. Et puis alors, dites donc, il y a les affaires judiciaires de Sarko, hein? Je pense que ça va complètement se dégonfler, comme d'ailleurs les premières se sont dégonflées. L'affaire Bettencourt, on n'en parle plus. Vous avez eu l'affaire Karachi, le financement libyen de la campagne, il n'a pas l'air très très solide. Et
dernière nouvelle, le trafic d'influence, c'est-à-dire le fait que Sarkozy et son avocat, Maître Thierry Herzog, étaient allés au renseignement téléphonique auprès d'un magistrat pour savoir où en était un dossier qui les intéressait. C'est en train de se refermer parce que les écoutes ont déjà été jugées illégales. Voilà, alors écoutez Romain, il faut maintenant attendre le verdict des urnes, celui des militants d'abord, et j'ai l'impression que vous en faites partie et que votre suffrage est acquis au revenant. Et puis ensuite, il y aura la primaire à droite que Sarkozy ne rejette plus comme il l'avait fait depuis des mois. Et enfin, il y aura la présidentielle. Et là, on se retrouvera. Merci Romain. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Philippe, on vous retrouve dans un instant au 32-10, bien sûr, avec Allo Bouvard. Allo Bouvard sur RTL. Grève illimitée des femmes de chambre dans un grand palace parisien. Elles accusent les clients de se méfier d'elles en revêtant un peignoir chaque fois qu'ils sortent de la douche. Après les repas dans l'obscurité très appréciés des convives qui ont invité une femme laide, voici les dîners en silence, convenant parfaitement aux vieux couples qui n'ont plus rien à se dire. Le retour au standard d'Allo Bouvard au 32-10 sur RTL. Nous accueillons Jocelyne, 65 ans, de Colombes, et elle souhaite dialoguer avec vous, Philippe. Bonjour Jocelyne. Oh, bonjour Monsieur Bouvard, quel plaisir de vous entendre. Moi aussi. Plaisir. Je vais avoir ma petite dose. Plaisir mêlé d'un peu d'inquiétude. Mais pourquoi ? Car je ne sais pas encore le sujet que vous souhaitez que nous traitions. Alors attendez. Alors, que pensez-vous du retard des trains et puis également aussi des RER ? Oui, vous distinguez, vous avez raison, les trains qui vont plus loin que la banlieue et les TGV. Et puis aussi, parce que c'est là où, paraît-il, on enregistre le plus de retard, ceux qui assurent les liaisons transversales. Exact. Oui. Je peux vous dire que sur un train que j'emprunte personnellement toutes les semaines, qui est le Paris-Nice et le Nice-Paris, parce que j'ai autant de plaisir à quitter Paris qu'à le retrouver. Là, il y a des retards à 79%, ce qui est très au-delà d'une moyenne que l'autre jour, je crois, M. Guillaume Pépi, qui est le sympathique dirigeant de la SNCF, fixait à hauteur de 90 à 93% en ce qui concernait la régularité. Oui. Bon, vous avez souvent été victime de retard ? Ah oui, absolument. Moi, je suis vers la gare Saint-Lazare. Oui. Et c'est constamment. Cette semaine, mercredi, il y avait un train sur deux. Ah oui. Un train sur deux. Voilà. Oui. Mais parce que c'était des pilotes d'avion qui conduisaient les... Non. Est-ce qu'on vous a donné une raison ? Non. Eh bien, remarquez, maintenant, on les demande plus. Hein. Non. Non. Mais vous savez qu'il y a des associations qui ont très sérieusement demandé qu'on verse une indemnité de retard. Oui. Lorsque vraiment on empêchait les gens de se rendre à l'heure souhaitée au travail. Alors écoutez, je vais vous dire quelque chose. Depuis cette année, cela fait plusieurs fois que je reçois un petit chèque de la SNCF. Et le dernier date du 4 août 2014. Quel est le montant ? Non, mais là vous allez peut-être rigoler, mais écoutez, c'est de 26,24 €. Ah, mousseux pour tout le monde, hein. Non mais attendez, ça correspond à 33% d'une mensualité 2014. Mais j'ai quand même été contente parce que, comme moi je dis, je ne l'attendais pas. Et puis c'est une reconnaissance du préjudice quand même. Il y a un geste. Il y a un geste, moi c'est ce que je dis. Alors écoutez, essayez de trouver un train qui ait 120 minutes de retard, car là on vous remboursera les 2/3 du billet. J'aimerais bien, faudra me le trouver celui-là. Est-ce que vous avez déjà, en dehors du RER bien sûr, vécu des retards sur les grandes lignes ?
Non, enfin parce que je les prends pas. Moi qui les prends, je peux vous dire que c'est tout à fait particulier. D'abord parce que l'information, à partir du moment où le train ne circule plus, elle ne circule pas mieux que le train. Ben voilà. Ensuite, parce que il y a une annonce. Le train s'arrête en pleine campagne. Parce que Oui. si c'était à une gare et que ça se prolonge, on pourrait aller boire un verre sur un bistrot pas loin du quai. Ben non. En pleine campagne. Et alors là, la voix suave du contrôleur vous déconseille de descendre. Et pourquoi descendrait-on en pleine campagne? Pour fonder, comme disait le regretté Jacques Martin, une famille basée sur le respect mutuel du couple, pour aller évangéliser les populations rurales. Je vous assure que quand on est devant un terrain vague ou une petite forêt, on n'a pas l'intention de descendre. Ça peut se prolonger très très longtemps. Hein. Ah oui, c'est ce que j'entends. Mais apparemment, les dirigeants de la SNCF ne sont pas mécontents puisqu'ils disent que cette année, par rapport aux précédentes, l'indice de ponctualité s'est un peu amélioré. Vous savez qu'il y a plusieurs raisons à ces retards. Il y a les raisons internes. C'est parfois, une grève un peu sauvage, c'est-à-dire pas maîtrisée par les syndicats. Ça peut être un défaut d'organisation dans la rotation des convois. Ça peut être la rupture des caténaires. Hein. Le matériel. Il y a les causes externes. Et alors les causes externes, il n'y a aucun remboursement de la SNCF à attendre. Hein. Ah, rien du tout. Là, vos 26 €, il faut faire une croix dessus. Hein. Vous avez par exemple une météo désastreuse, catastrophique. Par exemple, le verglas sur les rails qui allonge le temps de freinage et donc qui diminue la vitesse maximale. Vous avez les gens qui sont malades dans le train. On s'arrête, et là, pas en pleine campagne, hein, de préférence dans une gare qui n'était pas prévue, et là, on les transborde dans une ambulance. Ensuite, vous avez, hélas, les suicides, et il y en a beaucoup. Et lorsqu'il y a un suicide, il faut compter entre 2 et 4 heures de retard automatiquement. Oui. Parce que c'est souvent la nuit, il faut aller, alors pardonnez-moi ces détails macabres, il faut aller réveiller le procureur de la République pour qu'il vienne faire les constatations. Il faut naturellement évacuer les restes du désespéré. Il faut changer le conducteur du TGV qui est généralement tellement traumatisé qu'il ne peut plus tenir le volant. Et souvent, il faut aller chercher à 300 ou 400 kilomètres, surtout la nuit, un conducteur au pied qui prendra sa relève. Alors, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'impondérables. Hein. Oui, mais absolument. Alors, vous avez remarqué que si vous voyagez depuis longtemps, c'est-à-dire à l'époque un peu retardataire où on donnait beaucoup moins de 26 € pour un retard sur le RER. Non, parce que votre chiffre m'a frappé, m'a rendu un peu envieux. Parce que très souvent, moi j'ai droit à 10-12 € alors que je viens de beaucoup plus loin. Ah bon, d'accord. Oui, mais attendez, moi j'ai acheté mon pass annuellement. Ah, voilà. Alors, je pense que je dois être une privilégiée. Alors, moi, j'ai la carte grand voyageur, et d'ailleurs, étant donné que je culmine à moins d'1,70 m, j'ai pris ça pour un véritable privilège. Hein. Oui, mais moi, je dois être dans les environs. Hein. Mais en cas de retard, le dédommagement a beaucoup évolué ces dernières années. Il fut un temps où, au-delà d'une demi-heure de retard, le dédommagement était automatique et était concrétisé à la descente du train qui avait accumulé le retard par la remise d'une enveloppe. Exact. Et contre cette enveloppe, vous aviez droit à un certain remboursement de votre billet. Aujourd'hui, la plupart du temps, il n'y a pas d'enveloppe. Non, il n'y a plus rien. C'est vous qui devez vous manifester par le truchement d'Internet. Pour réclamer un remboursement. Bon, cela dit, hein, soyons quand même honnêtes et gentils. Les cheminots représentent souvent une élite. Hein. Oui.
Et la SNCF reste, en dépit de vent, marée, grève et incidents, un grand service public. Oui, oui, absolument. Voilà. Absolument. Et puis bon, de temps en temps, 26 €. Il faut pas cracher dessus. Eh mais attendez, 26 €, 24 centimes. Ah, il y a 24 centimes. Ah oui, 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 oui. Ah, C'est ouais, pas ouais. rond, hein. C'est jamais un chiffre rond. Hein. Merci beaucoup, Jocelyne. De rien. Monsieur Bouvard, prenez soin de vous. On Oui, pense à vous. oui, moi je ne prends que des trains qui arrivent à l'heure. Merci. Si. Au revoir. Au revoir. Allô, Bouvard sur RTL. Allô, Bouvard sur RTL. Dernière avancée des chercheurs en nichonologie. Un sérum dont l'injection garantit une superbe poitrine, mais pour une soirée seulement. L'avenir dira si le lendemain, l'amour continue à sourire au dégonflé. Une application offre aux accros du selfie la possibilité de voir ce que leur visage sera devenu dans 20 ans. Les hommes mariés, eux, sauront toujours à quoi ressemblera leur femme, rien qu'en regardant leur belle-mère. Et maintenant, comme tous les samedis désormais, nous allons retrouver le cher Bernard Mabille, auquel nous lie tant d'hilarants souvenirs, et surtout le souvenir de vos chroniques. Et heureusement, vous ne les avez pas complètement abandonnées. Ah non, grâce à vous, Philippe. Alors j'ai une mauvaise nouvelle, Philippe. Je vais commencer par une mauvaise nouvelle. D'après un sondage, 87% des Français ne croient plus en leurs hommes et femmes politiques. C'est énorme, 87%, énorme. Hein. Alors, bonne nouvelle, cela fait 13% qui y croient encore. Alors, j'ai enquêté, ils sont ministres, députés et sénateurs. Des sénateurs que l'on va élire demain dimanche. Enfin, quand je dis que l'on va élire, je devrais dire plutôt qu'ils vont élire le vulgum pecus, c'est-à-dire vous, Philippe, Isabelle et moi, n'ayant pas le droit de choisir ceux qui iront s'asseoir sur les sièges percés du palais du Luxembourg. Chez ces gens-là, on ne se mélange pas, monsieur, on ne se mélange pas. Car la place est bonne, pas du genre de celles qui vous sont proposées à votre pôle emploi. Le fameux train de sénateur, Philippe, tient plus du luxe de la voiture Lalique de l'Orient Express que du dépouillement du wagon du RER-C. Dimanche soir, le mec battu va perdre gros. À l'heure où Monsieur Gattaz, vous connaissez Monsieur Gattaz, Philippe, il fait partie de vos relations, hein, l'homme qui veut relancer l'industrie française en faisant bosser les fabriques de pins de la République tchèque, l'homme qui veut rayer du calendrier Noël, le jour de l'an, le 1er mai, la Toussaint et l'Ascension pour faire turbiner plein pot les feignants, à l'heure donc où le patron des patrons veut adopter un SMIC bien en dessous du SMIC, qu'empochera le sénateur lambda durant 6 ans? Je vous pose la question. Eh ben, je vais vous le faire à la louche car il n'y avait pas assez de zéros sur ma calculette. 14 000 € mensuels, dont 6 000 € d'indemnité de frais de mandat net d'impôts. Alors dans ces frais de mandat, on trouve en vrac les frais de teinturerie, vous savez, les petits fours et le champagne millésimé s'attachent, les envois en nombre de macarons la durée, les femmes séduisantes y sont sensibles, des frais de voyage d'études en famille au bout du monde, car ces gens-là se font rares aux campaniles de la banlieue nord de Valenciennes. À cela, Philippe ajoutait un crédit mensuel de 7 500 € pour la rémunération des collaborateurs. Qui sont ces collaborateurs? Alors les épouses pour les plus fidèles, hein, les secrétaires complaisantes et gourmandes pour les autres, les enfants et les copains et les copines des enfants. Alors dans la série J'ai tout gratos, je n'oublierai pas le téléphone, le courrier, le TGV en première classe, 40 allers-retours en avion quand ils volent, les péages autoroutiers, et si tout ça ne suffit pas à ce quotidien à la Zola, on se vote une petite prime où l'on tape dans la cagnotte secrète. Une cagnotte secrète à côté de laquelle la valise RTL fait figure de porte-monnaie. Mais qu'ils se rassurent, les sénateurs élus. Il ne sera ni assujetti aux 35 heures, ni même obligé d'assister aux séances. C'est un ancien pensionnaire du Palais du Luxembourg, Yves Guéna, qui le souligne dans ses mémoires. Que disait Yves Guéna? Il disait: au Sénat, nous sommes environ un tiers de moins qu'à l'Assemblée nationale. Sur cet effectif réduit, un tiers ne siège jamais. Un tiers rarement. Sur le tiers qui reste, un tiers n'intervient guère que très rarement.
Tout se joue entre une trentaine de sénateurs, c'est apaisant. Et à quoi s'occupent ces sexagénaires bien tapés quand ils font séance buissonnière? Ils cumulent, Philippe. 60% d'entre eux exerçant des mandats locaux à l'âge où d'autres profiteraient d'une retraite méritée. Moi je dis bonjour les planqués. Alors, les planqués, mais attendez, le petit miracle du Sénat, c'est que ce sont des notables qui élisent d'autres notables. Voilà. On reste entre soi. Voilà. Merci Bernard, c'était comme d'habitude, à la fois chaud, d'actualité et fabuleux. Merci. Merci Philippe. Et je prends le macaron. Allô Bouvard sur RTL. Au palmarès des journées mondiales improbables. Le 12 janvier, où l'on embrasse systématiquement tous les rouquins. Le 25 mars, où l'on remet tout au lendemain. Le 21 juin, où l'on rivalise de lenteur. Le 26 octobre, où l'on ne mange plus que des pâtes. Le 5 décembre, où l'on redécore ses toilettes. Bonne fête! Conseiller aux vieux marcheurs, et aussi aux demoiselles de petite vertu, les semelles connectées au smartphone qui permettent de régler à volonté la température dans ses chaussures et de connaître le nombre de pas parcourus dans la soirée. Allô Bouvard, c'est jusqu'à 12h30 sur RTL. Alors Philippe, nous accueillons cette fois-ci Daniel, 64 ans, ancienne infirmière, habite une ville qui ne manque pas de sel, c'est Guérande. Bonjour Daniel. Bonjour monsieur, je suis très heureuse de vous parler. Eh ben moi aussi. Alors de quoi allons-nous parler? Eh bien, si vous voulez, au départ, je trouvais que certains termes étaient très mal employés. Par exemple, le mot de héros. J'y ai pensé au moment du rapatriement de l'infirmière qui était contaminée par le virus d'Ebola, alors qu'elle était partie soigner des malades en toute connaissance de cause. Et pourquoi ce mot vous a-t-il choqué? Eh bien, ça m'a rappelé le retour de sportifs, quel que soit leur domaine d'ailleurs, lorsque des sportifs reviennent après une compétition et on nous parle du retour Bon, des écoutez héros. Daniel, permettez-moi de vous faire remarquer que si le mot héros est mal employé, parce que peut-être un peu fort pour certains statuts, certains exploits, c'est pour les sportifs qu'il est mal employé. Oui. Parce que en ce qui concerne les humanitaires, ils le méritent amplement. Voilà, justement, c'est pour ça. Je me suis dit que lorsque les sportifs remportaient une victoire... Oui, enfin, il ne faut pas dire du mal des sportifs non plus, parce que c'est la seule fierté qui nous reste souvent. Alors, les humanitaires, puisque vous avez prononcé le mot, ce sont quand même les aventuriers du dévouement, de l'abnégation et de la solidarité. Et ils payent souvent très cher cette vocation altruiste qui les emmène dans les pays les plus dangereux. Je crois qu'il y a eu rien que l'année dernière près de 140 victimes parmi les humanitaires. Alors, ce sont des gens qui partagent des conditions de vie très très périlleuses, des populations qu'ils vont secourir, qui, et on l'a vu avec le rapatriement d'une infirmière bénévole, risquent des contagions très très dangereuses aussi. Et puis, ce sont des gens qui vont dans des pays où l'on se bat et où, d'ailleurs, parfois, on les prend en otage, ce qui est le comble de la cruauté et de l'injustice, vous en conviendrez. Voilà, exactement. Non, c'était bien. Vous allez me dire que j'en ai contre les sportifs, c'est pas vrai. Mais je me dis qu'on n'est pas un héros parce qu'on nage ou qu'on court plus vite qu'un autre. Un héros, c'est celui qui, pour moi, se sacrifie en toute connaissance de cause. Et là, je trouve que c'est le cas, quoi. Est-ce que vous savez qu'il existe 3 statuts d'humanitaires? Non. Il y a les bénévoles. Alors les bénévoles, ils vont à l'autre bout du monde et dans les endroits les plus exposés, entièrement à leurs frais. Bon, il y a ceux à qui on verse ce qu'on appelle une indemnité de subsistance. C'est 1003 € par mois, mais attention, défiscalisé. Ah, bon. C'est pas lourd, même si ils évoluent dans des pays où la vie est pas chère, parce que on ne doit se contenter que du minimum. Et puis alors enfin, il y a les professionnels qui émargent
pas de façon d'ailleurs inconsidérée, puisque bon, un médecin qui a abandonné sa famille, sa clientèle, son hôpital pour vivre dans l'inconfort et dans le risque gagne quelques 5 000 € par mois. Vous conviendrez que c'est pas le pactole, là. Non, absolument. Qu'est-ce qu'ils font, ces humanitaires? Ils font pas que soigner, vous savez. Il y a des humanitaires qui prêtent la main quand il faut reconstruire des bâtiments, donner un abri aux gens. Il y a des humanitaires qui aident à la culture, ou en tout cas à la réimplantation de certaines cultures pour sauver économiquement un pays en difficulté. Vous en connaissez des humanitaires? Non. 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 Il n'y en a pas énormément, mais enfin, il y en a quand même 1000 par an en France qui ont cette vocation et qui quittent tout pour aller secourir des gens qu'ils ne connaissent pas. Derrière, il y a les ONG. Vous savez ce que c'est que l'ONG? Oui. L'organisation non gouvernementale. Ouais. Il y a les associations, il y a les grandes organisations comme Médecins sans frontières, les Médecins du Monde, la Croix-Rouge, le Secours populaire. Il y a quand même beaucoup de gens qui se préoccupent, parfois d'un peu loin, mais qui vont aussi sur le terrain, de ce qui fait le désespoir actuel de l'humanité. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ces gens-là? Puisque vous trouvez qu'on honore trop les sportifs, comment honorer davantage les humanitaires? Parce que vous allez dire que j'ai une dent contre les sportifs, mais non, mais quand je vois par exemple, pareil, certains chanteurs avec la Légion d'honneur, etc., moi, ça me hérisse un peu quand même. Oui, oui. Non, mais parce que là, attendez, vous avez davantage les sportifs dans votre collimateur que vous ne portez les humanitaires dans votre cœur. Ah non, pas du tout. Ah bon? Non, pas du tout, absolument pas. Vous me rassurez. Ce sont des gens extrêmement modestes, qui ne se mettent pas en avant et qui mériteraient qu'on le fasse à leur place, je veux dire. Aujourd'hui, la liste des pays où il court le plus de risques est en train de s'allonger dangereusement, hein? Oui. Il y a une trentaine de pays qui d'ailleurs sont également déconseillés aux gens qui voyagent pour leur seul agrément, ce qui ne fait pas les affaires du tourisme et des agences qui en vivent, hein? Ah non, il y a des chirurgiens qui partent en Syrie, par exemple. Bon, pour moi, je vous dis, pour moi, ce sont des héros, c'est-à-dire des gens qui ont toute connaissance de cause, sacrifient leur vie, acceptent de la mettre en jeu, en péril, pour des gens qu'ils ne connaissent pas. Et alors, l'infortunée infirmière bénévole qui est revenue d'Afrique avec la fièvre Ebola, on l'a quand même prise en charge et on fait tout ce qu'il faut pour la sauver. On ne fait plus que ça. Pourquoi? Il manquerait plus qu'on ne s'en occupe pas, c'est quand même la moindre des choses. Non, mais attendez, ça n'est pas facile. Moi, j'ai vu le détail dans la presse et dans certains rapports. Il a fallu affréter un avion spécial en l'isolant complètement du personnel de bord. Et là, il y avait tantôt un sarcophage, tantôt une housse. Non, j'invente rien, hein. C'est-à-dire que certains malades sont traités aujourd'hui comme les pestiférés au Moyen-Âge, sauf qu'au Moyen-Âge, on considérait qu'ils étaient déjà morts et on célébrait les obsèques de leurs vivants. Ensuite, il y a eu le transfert dans un hôpital militaire de la région parisienne. Ça aussi, c'est compliqué, hein. Et puis, il faut veiller à prodiguer les soins. Pour l'instant, ce sont uniquement des traitements expérimentaux, mais enfin qui ont déjà donné de bons résultats aux États-Unis, et éviter tout contact avec le personnel soignant. Mais on peut espérer que notre compatriote sera sauvé dans quelques semaines. Et je pense que, comme moi, vous vous en réjouirez. Absolument. Et que peut-être, alors là je vous rejoins, elle aura droit officiellement à certains honneurs, hein? Je l'espère. Merci Daniel. Merci, c'est moi. Au revoir. Merci, au revoir monsieur. Allô, Bouvard sur RTL. Allô, Bouvard sur RTL. Il est possible désormais de retrouver les lunettes qu'on a perdues, alors que par définition on ne possède plus de lunettes, grâce à un GPS sonore, à condition bien sûr de ne pas avoir égaré en même temps son sonotone. Grand vainqueur du dernier prix de l'Eurovision, Conchita Wurst, vous vous souvenez, bien sûr, va se produire sur la scène du Crazy Horse Saloon où pour la première fois,
le soutien-gorge sera remplacé par un étui pénien. Osez poser toutes les questions à Philippe Bouvard au 3210, tout comme Jean-François, 61 ans, de Montluçon, dans l'Allier. Bonjour Jean-François. Bonjour Monsieur Bouvard. Comment allez-vous Monsieur Bouvard? Eh ben bien, et j'irai tout à fait bien lorsque je connaîtrai le sujet de votre interrogation. Alors que pensez-vous, cher Philippe Bouvard, de la chirurgie esthétique? Parce que figurez-vous que quand je vous vois, je trouve tout comme moi que nous ne vieillissons pas. Eh ben écoutez, c'est que votre vue baisse comme la mienne. Mais c'est une grâce d'État parce que j'ai constaté que justement, il y avait des sens qui, avec l'âge et parfois le grand âge, s'émoussaient et que ça rendait plus supportable un spectacle de la vieillesse qu'on distingue de moins en moins. Cela dit, vous n'avez pas subi d'opération esthétique. Alors, je n'ai pas subi d'opération esthétique, je n'en suis pas encore arrivé là, parce que c'est un petit peu absurde pour moi de se faire endormir, et surtout, il faut qu'on nous réveille, hein, il faut surtout qu'on nous réveille. Attendez, c'est l'opération qui vous fait peur. Mais vous êtes tenté par quand même le rajeunissement, entre guillemets, qui pourrait s'en suivre. Non seulement je suis tenté, mais j'ai succombé. Quelle opération ? Alors, pas d'opération, du Botox. Du Botox, oui. Mais alors vraiment, des flots dans le front. Ah oui. Carrément. Du coup, vous avez perdu toute expression en haut du visage. Non, pas du tout, parce que j'ai affaire à quelqu'un qui est quand même très doué. Et non, je ne suis pas complètement une poupée de cire, pas du tout. Et puis de l'acide hyaluronique, donc je me sens, écoutez, je plaisante, mais ce n'était pas du tout pour paraître jeune. Parce que je trouve ça stupide, on vieillit, on acquiert justement la sagesse, etc. Le visage se fane un peu, mais j'ai encore du mal. C'est simplement pour ne pas paraître encore trop vieux. Voilà. Mais vous n'avez pas peur de perdre une partie de votre personnalité. C'est Jean Cocteau, je crois, qui disait « À partir de 40 ans, on a le visage qu'on mérite ». Et Arletty disait « Il faut pas se priver de ses rides parce qu'elles racontent votre vie ». Vous n'avez pas l'impression d'avoir perdu une partie de votre passé en même temps que vos rides ? Écoutez, il y a souvent une partie de son passé qu'on veut oublier. Oui. Donc on va mettre ça là-dessus. Pour le bas du visage, vous avez déjà voté un budget ? Non, pas du tout, Philippe. Non, j'en reste simplement au front et puis aux commissures, là, si vous voulez, vers la bouche, avec un petit peu d'acide hyaluronique. Mais voilà, je me sens bien pour l'instant. Une bouche plus charnue, ça vous tente pas ? Pour l'instant, pas du tout. Avec des lèvres pulpeuses, absolument pas, cher Philippe. Il y a des exemples, mais plutôt dans le sexe prétendu faible. À propos, Isabelle, vous êtes tentée, vous ? Alors, pas du tout. Pas du tout. Non, j'ai la chance pour l'instant, j'en ai pas besoin, donc non, mais apparemment, vraiment, ou vous n'en avez pas besoin, ou l'opération a été très réussie. Écoutez, non, j'en ai pas besoin, je vous confirme. Bon, vous savez, Jean-François, que vous appartenez à une minorité, parce que il y a 85% des femmes qui constituent la clientèle des chirurgiens esthétiques. Oui, oui. Mais il y a quand même quelques hommes qui y vont, qui sont des gens qui sont soucieux un peu de leur apparence, je ne le nie pas, mais je suis tout à fait capable d'arrêter. Je pense qu'à 64-65 ans, je laisserai la nature faire son travail sans aller vers le Botox. Mais pour l'instant, le Botox et l'acide hyaluronique, nous nous entendons plutôt bien. Vous savez qu'il s'agit là d'une pratique renouvelable, comme les énergies du même nom. Oui. C'est-à-dire qu'au bout de 6-7 ans, il faut, d'abord, précédemment, on a pu recourir à des retouches, mais il faut repasser sur le billard. Oui, non, alors ça, je n'irai pas jusque-là. Hein. Non. Je m'arrête aux injections. Parce que le lifting n'a qu'un temps, hein. La suite d'Allô Bouvard, c'est tout de suite après la pub. Jusqu'à 12h30, Allô Bouvard sur RTL. Est-ce que vous savez aussi que la chirurgie esthétique, contrairement aux autres, est tenue à une obligation de résultat ?
Ah, je ne savais pas. Oui, c'est-à-dire Ah, que tiens, je ne savais pas du tout. si vraiment vous vous retrouvez avec le nez dans l'oreille, vous pouvez voler dans les plumes de chirurgiens. Dites donc, vous savez qu'il y a 3500 chirurgiens spécialisés en France et ils sont depuis hier 3501 parce que Jérôme Cahuzac, vous vous souvenez, le bon Absolument. monsieur Cahuzac, Absolument. dont la politique ne veut plus, il a repris son ancien métier de chirurgien esthétique. Voilà. Ah, donc il y en a un de plus, alors. Bon. Maintenant, il y a les abus, les dérives. Il y a quand même cette statistique selon laquelle 9% des très jeunes, c'est-à-dire des filles, entre 18 et 24 ans, qui s'offrent, mais c'est très coûteux, une opération esthétique pour avoir une poitrine plus opulente, un fessier plus rebondi, voire changer l'expression de leur visage. C'est un beau cadeau pour une fille de 18 ans, une nouvelle poitrine. Écoutez, je partage pas du tout ça. Je trouve que les parents sont coupables de laisser faire des choses pareilles. À 18 ans, 19 ans, nous avons la beauté du diable, quelle qu'elle soit. Vous savez comment est née la chirurgie esthétique ? Non, dites-moi. Eh ben, c'était pendant la guerre de 14-18 et il y avait des aviateurs qui revenaient blessés, défigurés et on les appelait d'ailleurs les gueules cassées. Et aux gueules cassées, la nation, au départ, et c'était la moindre des choses, a offert des opérations qui sont devenues esthétiques et très courantes aujourd'hui. Bien que, en France, il y a quand même 1000 opérations par jour, c'est pas mal. Mais peut-être qu'on compte la simple injection de Botox comme celle que vous avez subie. Oui. Mais il y en a beaucoup plus aux États-Unis. C'est plus grand et puis c'est rentré dans les mœurs. Combien avez-vous payé, Jean-François, pour le Botox? Alors, le Botox pour le front, c'est en général 350 €. Oui, c'est compté à la ride, non? C'est compté au nombre d'injections. Je ne sais pas d'ailleurs comment ils comptent ça, mais c'est 350 € pour le front. Alors peut-être que si j'avais un front démentiel, ça serait plus cher, je ne sais pas. Ah oui. Et pour l'acide hyaluronique, c'est 250 €. Mais là, bon, ça dépend aussi si le mâle, s'il y a de gros ravages dus au temps, si vous voulez vraiment ressembler à Donald ou un peu moins. Bon, moi, je reste dans le raisonnable, donc ça fait dans les 250, voyez-vous. Comment a réagi votre entourage? Ben, mon entourage au début a réagi d'une façon qui n'était pas fort sympathique parce qu'on m'a dit pourquoi est-ce que tu fais ça, etc. Et puis maintenant ils s'y font. Mais les personnes de votre famille ont subi également ce type d'intervention? Non, pas du tout. J'ai innové, je suis le seul et je suis ravi. Alors il y a aussi la lipoplastie qui marche très bien puisque vous savez que ça consiste à aspirer les graisses. D'ailleurs Jean-Yann, quand on évoquait le sujet, prétendait qu'ensuite les chirurgiens faisaient des frites avec, mais enfin c'était pas très sérieux. Ça concerne particulièrement les dames qui souffrent d'avoir une culotte de cheval, Ah ben il y a la blépharoplastie, ça vous dit rien ça? Pas du tout. C'est quand on a, l'expression est un peu vulgaire mais elle dit bien ce qu'elle veut dire, quand on a les paupières en capote de fiacre. Alors je vais vous citer un exemple. DSK, qui est notre idole à tous quand on fréquente les grands hôtels, DSK souffrait au départ de sa carrière de ses paupières en capote de fiacre. Il a gardé le fiacre d'ailleurs. Et à partir du moment où les paupières ont repris leur élasticité normale, il a eu de nombreux contacts féminins comme l'atteste la presse et ses différents procès. Vous voyez que ça peut changer le cours d'une vie, Absolument. Les Françaises, à 87%, seraient prêtes à une intervention de ce type, mais elles n'ont pas les moyens parce que ça coûte cher et je crois que ça n'est que très, très exceptionnellement remboursé par la Sécu. En ce qui me concerne, rien du tout. Et si vous voulez un effet qui soit à peu près durable, il faut le faire minimum 2 fois, voire 3 fois par an. Donc, oui, dites donc. C'est un certain coût. Oui, c'est un budget, C'est un budget. Est-ce que vous avez des taches de vieillesse? Vous savez ce qu'on appelait les taches de cimetière sur les mains, non? Écoutez, pas du tout. Je me lave les mains à l'eau froide depuis toujours et j'ai des mains divinement belles. Oh, mais dites donc, vous avez l'air assez content de vous,
dans l'ensemble, pas trop mal. Ah, j'aimerais bien voir votre photo. Une photo, exactement. Écoutez Philippe, je suis en vacances très souvent, j'ai la chance d'avoir une petite résidence secondaire à Jouan-les-Pins et je suis sur mon vélo très souvent vers Cannes et vers chez vous. Je ne donnerai pas le nom de l'avenue d'un peintre célèbre où vous habitez, mais quand je passerai devant, je vous ferai signe, vous verrez un peu. Ah oui. Je risque de vous reconnaître. Oui, vous allez me reconnaître. Pas de Oui, rides, oui. de belles mains et les mains Absolument. posées sur un guidon et je de vélo. vous dirai du haut de mon vélo, bonjour Bouvard, allô Bouvard. Merci Jean-François. Je vous en prie. Et prenez bien soin de vous. Hein. Et je vous souhaite un week-end riche en découvertes, Philippe. Merci, au revoir. Au revoir. Philippe, il est l'heure de nous quitter aujourd'hui. Eh oui, mais c'est pour mieux nous retrouver demain à 11h30, avec toujours la même formule, mais de nouveaux sujets et de nouveaux interlocuteurs. À demain! À demain, Philippe. RTL, il est 12h30.